Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le fantôme de l'opéra, écrit par Gaston Leroux. C'est notre quatrième live sur ce roman. Nous lirons ce soir les chapitres 9, 10 et 11. Et comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai au cours de cette émission et d'aller directement au chapitre qui vous plaira. Ça peut vous servir également de marque-page, c'est bien pratique puisque bon, je conçois que c'est pas évident pour tout le monde de s'enfiler des vidéos d'une heure et demie, 2 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Je prends le temps nécessaire à les faire et je pense que ça peut être pratique. Voili voilou, je vais un peu répéter ce que j'ai dit lors du live précédent dans l'introduction, à savoir que vu qu'en ce moment ma comment dire ma routine de live va être un petit peu légère, un petit peu svelte, un petit peu light. Et ben en fait j'ai pas grand chose à vous communiquer dans les introductions et en général je fais exprès de faire durer un chouïa mes introductions pour que les gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live sur Twitch puissent arriver à temps, puissent recevoir les notifications et arriver à temps. Donc voilà. Donc du coup, d'habitude, bah, je meuble pendant 5, 10, 15 minutes. Là, c'est vrai que j'ai pas grand-chose pour meubler, tout simplement parce que bah, mon- ma routine Twitchienne étant légèrement comment dire, plutôt légère ces temps-ci, et ben j'ai pas forcément de choses à vous dire. Ah, il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, je peux simplement une sempiternelle fois vous répéter les basiques. Quels sont les basiques sur ma chaîne? Je live de lecture pour encore quelques semaines, quelques mois. Je ne ferai certainement que des lives de lecture à voir selon si j'arrive à me fournir un ordinateur correct bientôt à voir. Parce que ça coûte bonbon, ça coûte beaucoup trop cher, mais bon, bref. En tout cas, je répète les basiques de chez basiques de ma chaîne. Je fais des lives de lecture sur Twitch le mardi et le vendredi à 21 h. Donc si vous voulez suivre les lives, c'est sur mon Twitch. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo YouTube et ainsi de suite. De toute manière, c'est écrit de partout. Tous mes réseaux sociaux se renvoient les uns aux autres. C'est vraiment pas dur à trouver. Au cas où vous êtes paumé, vous cherchez Planétéo avec le nom du réseau social juste à côté et il y a 90% de chances que vous tombiez dessus. Donc voilà, ça c'est le basique du basique. Mes lives de lecture, mardi, vendredi à 21 h sur Twitch. Ça va être à peu près tout en ce qui concerne les lives en ce moment. Sinon, un rendez-vous un peu plus intimate, un peu plus voilà où on va se parler un peu plus intimement entre guillemets avec des gros guillemets, hein, parce que bon, on reste quand même sur pas mal d'inconnus, hein, on va pas se mytho. Mais grosso modo, le dimanche à 21 h, de 21 h à minuit minimum, je me tiens disponible en vocal sur mon Discord. Et sur celui-ci, eh bien, on va pouvoir tout simplement discuter, on va pouvoir jouer à des jeux de société, voir des jeux vidéo et tutti quanti. On s'amuse toujours beaucoup et c'est toujours un plaisir de passer ces soirées en votre compagnie. C'est vraiment, je disais ça il y a de cela quelques mois, mais c'est vrai. C'est un peu une respiration dans la semaine, donc c'est très très agréable. Euh, donc voilou. Grosso modo, là, je vous ai donné tous les rendez-vous public entre guillemets que je pourrais avoir avec vous. Ensuite, le reste est beaucoup plus flou et beaucoup plus dans l'ombre parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui demandent du temps à être préparées et qui vont se faire doucement et dont vous n'allez pas forcément entendre parler pendant X temps avant qu'un jour je vous dise ah, au fait, j'ai fait ça dans l'ombre depuis des mois, ça y est, c'est là. Bam! En tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça parce que c'est des projets tellement lourds, tellement incertains, tellement longs que voilà, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Mais voilà, j'aimerais que ce soit un peu le cas. Et sachez d'ailleurs que je me sens un peu stressé et un peu speed ce soir. Je vais essayer de me calmer, de respirer un grand coup, tout ça.
Parce que grosso modo, je déteste prendre des décisions hâtives, je déteste prendre des décisions rapides sous le coup de l'instant. Et en fait, vu que je vous en ai parlé plusieurs fois, je cherche à me faire un PC un peu meilleur que celui que j'ai actuellement, qui pourrait me permettre de faire des lives de gaming dans des conditions plus appréciables, qui me permettrait de travailler sur mes autres projets de manière beaucoup plus confortable. Eh bien, euh, eh bien, je me renseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis des semaines et des semaines, je me renseigne tous les jours. Vraiment, ça doit faire 2 ou 3 semaines que je passe 2 heures par jour à me renseigner sur des pièces informatiques, leur prix, leur utilité, le comment du pourquoi on peut les mettre ensemble, la compatibilité des éléments, comment ils fonctionnent et ainsi de suite. Je vous passe les détails. Tout ça pour dire que ça me prend du temps et que bah, parfois ça me stresse, comme aujourd'hui, parce que bah, du coup ça fait une bonne grosse semaine que tous les jours j'observe les prix de certains produits. Et là aujourd'hui, tous les prix sont partis dans tous les sens. Il y en a qui ont monté de manière outrageuse, il y en a qui ont descendu de manière très intéressante. Et du coup, j'étais en mode merde, est-ce qu'il faut que je prenne des choses maintenant? Est-ce qu'il faut que je laisse mon tour? Est-ce qu'il faut que j'attende des meilleurs prix ou quoi que qu'est-ce? Donc, j'ai eu un peu un élan de. Bah, comme je vous le disais, j'aime pas prendre des décisions de manière hâtive, de manière précipitée. Et j'ai eu un peu un élan d'adrénaline et de stress à cause de ça, en fait. Un truc de bon, ok, là, il y a une occasion qui vaut le coup. Il faut que je saute dessus, il faut que je me décide. Faut que je me décide maintenant de est-ce que je saute dessus ou pas. Donc voilà. En tout cas, sachez que euh, je vais essayer. Je vais essayer de raccommoder les pièces. Et puis peut-être avec ces pièces raccommodées pouvoir faire le PC ultime. Bon, ce sera pas un maître de guerre non plus, hein, parce qu'on n'a pas les moyens, on va pas déconner. Mais voilà, un PC qui me permettra, comme je le disais, de faire tout ce que je fais actuellement de manière plus agréable, de manière plus confortable, de manière plus, je dirais, moins chiante à travailler en fait. Et du coup bah, de manière plus rapide aussi, je l'espère, et peut-être plus poussée même. Donc voilà. Je sais pas si c'est des discussions très abstraites que je suis en train de faire là tout seul, mais voilà, je sais pas si c'est très facile de me suivre et de me comprendre. Désolé, désolé, je bavasse, je digresse. Et j'accueille sur le live de ce soir Sarah Drew et l'écoute aux portes. Bonsoir à toutes les deux, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Et oui, c'est reparti pour les aléas à l'opéra, comme nous dit l'écoute aux portes. J'ai très hâte de retourner dans cette lecture. Vraiment, après 3 lives, je pense que je peux dire avec une affirmation sans faille que le fantôme de l'opéra, c'est vraiment bien, c'est vraiment ma came en tout cas. Donc je suis de plus en plus dans l'histoire et je suis de plus en plus intrigué, intéressé, interloqué à savoir ce qui va se passer par la suite, à savoir comment va dévier l'intrigue et comment elle va se résoudre. Bon, on est encore loin de la résolution, mais franchement, ça me pose beaucoup, beaucoup de questions. J'ai super hâte. D'autant que les événements de la fois passée étaient encore une fois très marquants. Donc non, franchement, c'était super intéressant. Je vous rappelle brièvement pour vous remettre un petit peu doucement dans le mood avant qu'on entame la lecture, que nous nous sommes laissés sur une malédiction en quelque sorte, puisque le fantôme de l'opéra avait donné ses conditions au nouveau directeur de l'opéra en disant faut pas que, faut rendre son métier à Mam, comment elle s'appelle déjà? À Mam Jiri. Faut pas que vous jouiez telle pièce avec telle personne. Faut que la chanteuse, ça soit, c'est Christine Dae. Je sais plus si c'est Christine son prénom. En tout cas, c'est écrit quelque chose d'Adae. Et puis le dernier truc, c'était après il fallait qu'il lui paye ce qu'il lui devait entre guillemets logiquement d'après lui, bien sûr. Et puis, il y avait également le fait de ne pas s'installer dans la loge. Le fait de ne pas s'installer dans la loge numéro 5, la loge du fantôme de l'opéra, là où les directeurs se sont placés. Et donc, voilà, toutes les consignes du fantôme ont été quelque part bafouées. Et donc, il a dû punir un par un
toutes les personnes en faute, toutes les personnes en cause. Donc il y a eu des mauvais tours sur le directeur, il y a eu des mauvais tours sur la Carlotta, la chanteuse qui a pris la place de Daae. Il y a eu des mauvais tours sur une amie d'un directeur qui devait prendre la place de Namjiri. Donc voilà, une succession de drames, d'accidents un petit peu mystérieux où on ne sait pas bien ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça peut se passer surtout parce que vraiment, je pense qu'on est vraiment dans du fantastique. Enfin, j'ai du mal à imaginer des justifications cohérentes, réalistes par la suite. Donc je pense vraiment qu'on se place dans du fantastique. À voir, après peut-être qu'il y aura un coup de génie de la part de Gaston Leroux pour justifier ça de manière réaliste, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, on est dans les drames. On est dans les drames en série. Donc c'est hyper intéressant. Et enfin, peut-être, enfin, les directeurs vont prendre au sérieux la menace. A priori, de ce qu'on a vu la fois passée, ça va être le cas. Bonsoir Dimal et bonsoir Zikael So Famous. Et merci encore pour ton abonnement de tier 2. 37e mois consécutif. Ouah, t'as un badge niveau 2. Niveau 2, 3 ans. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et du coup, bah, merci d'être parmi nous. J'espère que vous allez tous bien. Un tour, la concierge en est morte quand même. Oui, alors, certes. Non mais ouais, franchement, là, ça a monté d'un cran. Ça a monté d'un cran dans les opérations du fantôme. Donc ça va être opération, vous avez compris. Donc ça va être assez intéressant, le dénouement, le déroulement de la suite plutôt, le développement. Bref, encore une fois, je suis passé de ah là là, je sais pas si je vais savoir dire des trucs dans l'introduction parce que j'ai rien à dire là, à je parle, je parle, je parle, je parle et je ne m'arrête jamais. Donc, je vais m'arrêter de parler et je vous propose qu'on entame le chapitre 9. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie, chers amis. Prenez à boire, à manger, vaquez à vos occupations en toute quiétude. Santé à tous et à toutes. Et on va pouvoir se lancer. Hop. Ah, c'est gentil, Sarah. C'est gentil de me réconforter. On va pouvoir se lancer sur le chapitre 9. Je vous souhaite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube à la rediffusion, une excellente écoute. Et je vous dis à dans quelques minutes pour une pause. Grosso modo, les 3 chapitres de ce soir sont à peu près équivalents en taille, il me semble. Et puis je pense que ça va faire des petites phases de lecture de 20 minutes à chaque fois, donc ça va être bien agréable. Allez, on est parti. Chapitre 9. Le mystérieux coupé. Cette soirée tragique fut mauvaise pour tout le monde. La Carlotta était tombée malade. Quant à Christine Daae, elle avait disparu après la représentation. 15 jours s'étaient écoulés sans qu'on l'eût revue au théâtre, sans qu'elle se fût montrée hors du théâtre. Il ne faut pas confondre cette première disparition, qui se passa sans scandale, avec le fameux enlèvement qui, à quelque temps de là, devait se produire dans des conditions si inexplicables et si tragiques. Raoul fut le premier, naturellement, à ne rien comprendre à l'absence de la diva. Il lui avait écrit à l'adresse de madame Valerius et n'avait pas reçu de réponse. Il n'en avait pas d'abord été autrement étonné, connaissant son état d'esprit et la résolution où elle était de rompre avec lui toute relation sans que, du reste, il en eût pu encore deviner la raison. Sa douleur n'en avait fait que grandir, et il finit par s'inquiéter de ne voir la chanteuse sur aucun programme. On donna Faust sans elle. Un après-midi, vers 5 heures, il fut s'enquérir auprès de la direction des causes de cette disparition de Christine Daae. Il trouva des directeurs fort préoccupés. Leurs amis eux-mêmes ne les reconnaissaient plus. Ils avaient perdu toute joie et tout entrain. On les voyait traverser le théâtre, tête basse, le front soucieux, et les joues pâles, comme s'ils étaient poursuivis par quelque abominable pensée, ou en proie à quelque malice du destin, qui vous prend son homme et ne le lâche plus. La chute du lustre avait entraîné bien des responsabilités, mais il était difficile de faire s'expliquer messieurs les directeurs à ce sujet. L'enquête avait conclu à un accident, survenu pour cause d'usure des moyens de suspension. Mais encore aurait-il été du devoir des anciens directeurs ainsi que des nouveaux de constater cette usure et d'y remédier avant qu'elle ne déterminât la catastrophe. Et il me faut bien dire que messieurs Richard et Moncharmin
apparurent à cette époque si changés, si lointains, si mystérieux, si incompréhensibles, qu'il y eut beaucoup d'abonnés pour imaginer que quelque événement plus affreux encore que la chute du lustre avait modifié l'état d'âme de messieurs les directeurs. Dans leurs relations quotidiennes, ils se montraient fort impatients, excepté cependant avec madame Giry, qui avait été réintégrée dans ses fonctions. On se doute de la façon dont ils reçurent le vicomte de Chagny quand celui-ci vint leur demander des nouvelles de Christine. Ils se bornèrent à lui répondre qu'elle était en congé. Il demanda combien de temps devait durer ce congé. Il lui fut répliqué assez sèchement qu'il était illimité, Christine Daae l'ayant demandé pour cause de santé. « Elle est donc malade » s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Nous n'en savons rien. »« Vous ne lui avez donc pas envoyé le médecin du théâtre ?»« Non, elle ne l'a point réclamé, et comme nous avons confiance en elle, nous l'avons crue sur parole. » L'affaire ne parut point naturelle à Raoul, qui quitta l'opéra en proie aux plus sombres pensées. Il résolut, quoi qu'il pût arriver, d'aller aux nouvelles chez la maman Valérius. Sans doute se rappelait-il les termes énergiques de la lettre de Christine, qui lui défendait de tenter quoi que ce fût pour la voir. Mais ce qu'il avait vu à Perros, ce qu'il avait entendu derrière la porte de la loge, la conversation qu'il avait eue avec Christine au bord de la lande, lui faisait pressentir quelque machination, qui, pour être tant soit peu diabolique, n'en restait pas moins humaine. L'imagination exaltée de la jeune fille, son âme tendre et crédule, l'éducation primitive qui avait entouré ses jeunes années d'un cercle de légendes, la continuelle pensée de son père mort, et surtout l'état de sublime extase où la musique la plongeait dès que cet art se manifestait à elle dans certaines conditions exceptionnelles, n'avait-il point été à même d'en juger ainsi lors de la scène du cimetière? Tout cela lui apparaissait comme devant constituer un terrain moral propice aux entreprises malfaisantes de quelques personnages mystérieux et sans scrupules. De qui Christine Daae était-elle la victime? Voilà la question fort sensée que Raoul se posait en se rendant en toute hâte chez la maman Valérius. Car le vicomte avait un esprit des plus sains. Sans doute il était poète et aimait la musique dans ce qu'elle a de plus ailé, et il était grand amateur des vieux contes bretons où dansent les corrigans, et par-dessus tout, il était amoureux de cette petite fée du Nord qu'était Christine Daae. Il n'empêche qu'il ne croyait Il n'empêche qu'il ne croyait au surnaturel qu'en matière de religion, et que l'histoire la plus fantastique du monde n'était pas capable de lui faire oublier que 2 et 2 font 4. Qu'allait-il apprendre chez la maman Valérius? Il en tremblait en sonnant à la porte d'un petit appartement de la rue Notre-Dame-des-Victoires. La soubrette, qui un soir était sortie devant lui de la loge de Christine, vint lui ouvrir. Il demanda si madame Valérius était visible. On lui répondit qu'elle était souffrante, dans son lit, et incapable de recevoir. « Faites passer ma carte, dit-il. Il n'attendit point longtemps. La soubrette revint et l'introduisit dans un petit salon assez sombre et sommairement meublé, où les 2 portraits du professeur Valérius et du père Daae se faisaient vis-à-vis. « Madame s'excuse auprès de monsieur le vicomte, dit la domestique. Elle ne pourra le recevoir que dans sa chambre, car ses pauvres jambes ne la soutiennent plus. » 5 minutes plus tard, Raoul était introduit dans une chambre quasi obscure, où il distingua tout de suite dans la pénombre d'une alcôve la bonne figure de la bienfaitrice de Christine. Maintenant, les cheveux de la maman Valérius étaient tout blancs, mais ses yeux n'avaient pas vieilli. Jamais, au contraire, son regard n'avait été aussi clair, ni aussi pur, ni aussi enfantin. « Monsieur de Chagny !» fit-elle joyeusement en tendant les 2 mains au visiteur. « Ah, c'est le ciel qui vous envoie. Nous allons pouvoir parler d'elle. » Cette dernière phrase sonna aux oreilles du jeune homme bien lugubrement. Il demanda tout de suite. « Madame, où est Christine ?» Et la vieille dame lui répondit tranquillement. « Mais elle est avec son bon génie. »« Quel bon génie ?» s'écria le pauvre Raoul. « Mais l'ange de la musique !» Le vicomte de Chagny, consterné, tomba sur un siège. Vraiment, Christine était avec l'ange de la musique. Et la maman Valérius, dans son lit, lui souriait en mettant un doigt sur sa bouche pour lui recommander le silence. Elle ajouta. « Il ne faut le répéter à personne. »« Vous pouvez compter sur moi, » répliqua Raoul, sans savoir bien ce qu'il disait, car ses idées sur Christine, déjà fort troubles, s'embrouillaient de plus en plus, et il semblait que tout commençait à tourner autour de lui, autour de la chambre, autour de cette extraordinaire brave dame en cheveux blancs, aux yeux de ciel bleu pâle, aux yeux de ciel vide. « Vous pouvez compter sur moi. »« Je sais, fit-elle avec un bon rire heureux.
Mais approchez-vous donc de moi, comme lorsque vous étiez tout petit. Donnez-moi vos mains, comme lorsque vous me rapportiez l'histoire de la petite Lotte que vous avez contée le père Daae. Je vous aime bien, vous savez, monsieur Raoul. Et Christine aussi vous aime bien. Elle m'aime bien, soupira le jeune homme, qui rassemblait difficilement sa pensée autour du génie de la maman Valérius, de l'ange dont lui avait parlé si étrangement Christine, de la tête de mort qu'il avait entrevue dans une sorte de cauchemar sur les marches du maître-autel de Perros, et aussi du fantôme de l'opéra, dont la renommée était venue jusqu'à son oreille, un soir qu'il s'était attardé sur le plateau, à 2 pas d'un groupe de machinistes, qui rappelait la description cadavérique qu'en avait faite avant sa mystérieuse fin le pendu Joseph Bucket. Il demanda à voix basse. Qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que Christine m'aime bien? Elle me parlait de vous tous les jours. Vraiment? Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle m'a dit que vous lui aviez fait une déclaration. Et la bonne vieille se prit à rire avec éclat, en montrant toutes ses dents, qu'elle avait jalousement conservées. Raoul se leva, le rouge au front, souffrant atrocement. Eh bien, où allez-vous? Voulez-vous bien vous asseoir? Vous croyez que vous allez me quitter comme ça? Vous êtes fâché parce que j'ai ri, je vous en demande pardon. Après tout, ce n'est point de votre faute ce qui est arrivé. Vous ne saviez pas, vous êtes jeune, et vous croyez que Christine était libre. Christine est fiancée? Demanda d'une voix étranglée le malheureux Raoul. Mais non, mais non. Vous savez bien que Christine, le voudrait-elle, ne peut pas se marier. Quoi? Mais je ne sais rien. Et pourquoi Christine ne peut-elle pas se marier? Mais à cause du génie de la musique. Encore. Oui, il le lui défend. Il le lui défend. Le génie de la musique lui défend de se marier. Raoul se penchait sur la maman Valérius, la mâchoire avancée comme pour la mordre. Il eut eu envie de la dévorer qu'il ne l'eût point regardée avec des yeux plus féroces. Il y a des moments où la trop grande innocence d'esprit apparaît tellement monstrueuse qu'elle en devient haïssable. Raoul trouvait madame Valérius par trop innocente. Elle ne se douta point du regard affreux qui pesait sur elle. Elle reprit de l'air le plus naturel. Oh, il le lui défend, sans le lui défendre. Il lui dit simplement que si elle se mariait, elle ne l'entendrait plus. Voilà tout. Et qu'il partirait pour toujours. Alors, vous comprenez, elle ne veut pas laisser partir le génie de la musique. C'est bien naturel. Oui, oui, obtempéra Raoul dans un souffle. C'est bien naturel. Du reste, je croyais que Christine vous avait dit tout cela, quand elle vous a trouvé à Perros, où elle était allée avec son bon génie. Ah ah! Elle était allée à Perros avec le bon génie. C'est-à-dire qu'il lui avait donné rendez-vous là-bas, dans le cimetière de Perros, sur la tombe de Daae. Il lui avait promis de jouer la résurrection de Lazare sur le violon de son père. Raoul de Chagny se leva et prononça ces mots décisifs avec une grande autorité. Madame, vous allez me dire où il demeure, ce génie-là. La vieille dame ne parut point autrement surprise de cette question indiscrète. Elle leva les yeux et répondit. Au ciel. Tant de candeur le dérouta. Une aussi simple et parfaite foi dans un génie, qui tous les soirs descendait du ciel pour fréquenter les loges d'artistes à l'opéra, le laissa stupide. Il se rendait compte maintenant de l'état d'esprit dans lequel pouvait se trouver une jeune fille élevée entre un ménétrier superstitieux et une bonne dame illuminée, et il frémit en songeant aux conséquences de tout cela. Christine est-elle toujours une honnête fille? Ne put-il s'empêcher de demander tout à coup. Sur ma part de paradis, je le jure, s'exclama la vieille, qui, cette fois, parut outrée. Et si vous en doutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici. Raoul arrachait ses gants. Il y a combien de temps qu'elle a fait la connaissance de ce génie? Environ 3 mois. Oui, il y a bien 3 mois qu'il a commencé à lui donner des leçons. Le vicomte étendit les bras dans un geste immense et désespéré, et il les laissa retomber avec accablement. Le génie lui donne des leçons. Et où ça? Maintenant qu'elle est partie avec lui, je ne pourrais vous le dire, mais il y a 15 jours, cela se passait dans la loge de Christine. Ici, ce serait impossible dans ce petit appartement. Toute la maison les entendrait. Tandis qu'à l'opéra, à 8 heures du matin, il n'y a personne. On ne les dérange pas. Vous comprenez? Je comprends, s'écria le vicomte, et il prit congé avec précipitation de la vieille maman, qui se demandait, en aparté, si le vicomte n'était pas un peu toqué. En traversant le salon,
Raoul se retrouva en face de la soubrette, et un instant, il eut l'intention de l'interroger, mais il crut surprendre sur ses lèvres un léger sourire. Il pensa qu'elle se moquait de lui. Il s'enfuit. N'en savait-il pas assez? Il avait voulu être renseigné, que pouvait-il désirer de plus? Il regagna le domicile de son frère à pied, dans un état à faire pitié. Il eût voulu se châtier, se heurter le front contre les murs, avoir cru à tant d'innocence, à tant de pureté, avoir essayé un instant de tout expliquer avec de la naïveté, de la simplicité d'esprit, de la candeur immaculée. Le génie de la musique, il le connaissait maintenant, il le voyait. C'était à n'en plus douter quelque affreux ténor, joli garçon, et qui chantait la bouche en cœur. Il se trouvait ridicule et malheureux à souhait. Ah, le misérable, petit, insignifiant et niais jeune homme que monsieur le vicomte de Chagny, pensait rageusement Raoul. Et elle, quelle audacieuse et sataniquement rouée créature! Tout de même, cette course dans les rues lui avait fait du bien, rafraîchi un peu la flamme de son cerveau. Quand il pénétra dans sa chambre, il ne pensait plus qu'à se jeter sur son lit pour y étouffer ses sanglots. Mais son frère était là, et Raoul se laissa tomber dans ses bras, comme un bébé. Le comte, paternellement, le consola, sans lui demander d'explication. Du reste, Raoul eût hésité à lui narrer l'histoire du génie de la musique. S'il y a des choses dont on ne se vante pas, il en est d'autres pour lesquelles il y a trop d'humiliation à être plaint. Le comte emmena son frère dîner au cabaret. Avec un aussi frais désespoir, il est probable que Raoul eût décliné ce soir-là toute invitation si, pour le décider, le comte ne lui avait appris que la veille au soir, dans une allée du bois, la dame de ses pensées avait été rencontrée en galante compagnie. D'abord le vicomte n'y voulut point croire, et puis il lui fut donné des détails si précis qu'il ne protesta plus. Enfin, n'était-ce point là l'aventure la plus banale? On l'avait vue dans un coupé, dont la vitre était baissée. Elle semblait aspirer longuement l'air glacé de la nuit. Il faisait un clair de lune superbe. On l'avait parfaitement reconnu. Quant à son compagnon, on n'en avait distingué qu'une vague silhouette dans l'ombre. La voiture allait au pas, dans une allée déserte derrière les tribunes de Longchamp. Raoul s'habilla avec frénésie, déjà prêt, pour oublier sa détresse, à se jeter, comme on dit, dans le tourbillon du plaisir. Hélas, il fut un triste convive, et ayant quitté le comte de bonne heure, il se trouva vers 10 heures du soir dans une voiture de cercle derrière les tribunes de Longchamp. Il faisait un froid de loup. La route apparaissait déserte et très éclairée sous la lune. Il donna l'ordre au cocher de l'attendre patiemment au coin d'une petite allée adjacente, et, se dissimulant autant que possible, il commença de battre la semelle. Il n'y avait pas une demi-heure qu'il se livrait à cet hygiénique exercice, quand une voiture, venant de Paris, tourna au coin de la route et, tranquillement, au pas de son cheval, se dirigea de son côté. Il pensa tout de suite, c'est elle, et son cœur se prit à frapper à grands coups sourds, comme ceux qu'il avait déjà entendus dans sa poitrine, quand il écoutait la voix d'homme derrière la porte de la loge. Mon Dieu, comme il l'aimait! La voiture avançait toujours. Quant à lui, il n'avait pas bougé. Il attendait. Si c'était elle, il était bien résolu à sauter à la tête des chevaux. Coûte que coûte, il voulait avoir une explication avec l'ange de la musique. Quelques pas encore, et le coupé allait être à sa hauteur. Il ne doutait point que ce fût elle. Une femme, en effet, penchait sa tête à la portière. Et, tout à coup, la lune l'illumina d'une pâle auréole. Christine! Le nom sacré de son amour lui jaillit des lèvres et du cœur. Il ne put le retenir. Il bondit pour le rattraper, car ce nom jeté à la face de la nuit avait été comme le signal attendu d'une ruée furieuse de tout l'équipage, qui passa devant lui sans qu'il eût pris le temps de mettre son projet à exécution. La glace de la portière s'était relevée, la figure de la jeune femme avait disparu, et le coupé, derrière lequel il courait, n'était déjà plus qu'un point noir sur la route blanche. Il appela encore « Christine !» Rien ne lui répondit. Il s'arrêta, au milieu du silence. Il jeta un regard désespéré au ciel, aux étoiles. Il heurta du poing sa poitrine en feu. Il aimait, et il n'était pas aimé. D'un œil morne, il considéra cette route désolée et froide, la nuit pâle et morte. Rien n'était plus froid, rien n'était plus mort que son cœur. Il avait aimé un ange, et il méprisait une femme. Raoul, comme elle s'est jouée de toi, la petite fée du Nord, n'est-ce pas qu'il est inutile d'avoir une joue aussi fraîche, un front aussi timide et toujours prêt à se couvrir du voile rose de la pudeur, pour passer dans la nuit solitaire, au fond d'un coupé de luxe,
en compagnie d'un mystérieux amant. N'est-ce pas qu'il devrait y avoir des limites sacrées à l'hypocrisie et au mensonge, et qu'on ne devrait pas avoir les yeux clairs de l'enfance quand on a l'âme des courtisanes? Elle avait passé sans répondre à son appel. Aussi, pourquoi était-il venu au travers de sa route? De quel droit a-t-il dressé soudain devant elle, qui ne lui demande que son oubli, le reproche de sa présence? Va-t'en, disparais, tu ne comptes pas. Il songeait à mourir, et il avait 20 ans. Son domestique le surprit au matin, assis sur son lit. Il ne s'était pas déshabillé, et le valet eut peur de quelque malheur en le voyant, tant il avait une figure de désastre. Raoul lui arracha des mains le courrier qu'il lui apportait. Il avait reconnu une lettre, un papier, une écriture. Christine lui disait: Mon ami, soyez après-demain au bal masqué de l'Opéra à minuit, dans le petit salon qui est derrière la cheminée du grand foyer. Tenez-vous debout, auprès de la porte qui conduit vers la rotonde. Ne parlez de ce rendez-vous à personne au monde. Mettez-vous en domino blanc, bien masqué. Sur ma vie, qu'on ne vous reconnaisse pas. Christine. Et c'est la fin du chapitre 9, les amis. On se marque une courte pause. C'était sympa. C'était sympa. Ça n'a pas énormément avancé. Ça reste pas mal au final un chapitre avec un thème romantique, romanesque, je sais pas trop comment dire. Mais ouais, là on est plus, voilà, on est plus sur des affaires de couple, entre guillemets, d'amour, de trahison, de trucs comme ça. Mais c'est une toile de fond pour... Enfin, comment dire? Non, c'est plutôt qu'un élément sur la toile de fond de l'enquête fantastique du fantôme de l'opéra. Donc c'est quand même très intéressant, ça reste très sympa, je trouve, de voir du coup le désespoir de Raoul de Chagny et de voir un peu les conséquences, la disparition de Christine Daae. J'ai l'impression, voilà, le chapitre qu'on vient de lire, j'ai l'impression que c'est un peu plus un setup. J'ai l'impression que c'est un peu plus une préparation à la suite, à une transition à la limite. Parce qu'au final, la situation en elle-même n'a pas beaucoup évolué. Il y a juste Raoul qui a été mis au courant d'un peu plus de détails concernant l'ange de la musique. Et du coup, qui se voit complètement désespéré, mais en même temps, là où il ne voit pas d'évolution et où il ne croit pas à une évolution, euh, on va dire positive, possible, et bien en fait c'est le cas. En tout cas selon moi, puisque si Christine à la toute fin lui envoie quand même une lettre pour lui dire on se donne rendez-vous à tel endroit, etc., etc., c'est bien qu'il y a quelque chose en plus. Enfin, de toute façon, on le sait, hein, forcément, s'il y avait rien en plus, voilà, ça serait tout et on n'en parlerait plus. Le fait qu'il y ait un chapitre comme ça de transition, de setup là-dessus, c'est bien qu'il y a quelque chose en plus, même si on s'en doutait d'avance, même si on s'en doutait d'avance. C'est bien qu'il y a quelque chose en plus. C'est bien que Raoul va certainement, au fur et à mesure, comprendre qu'il y a un vrai problème. Et un peu de la même manière que les directeurs sont passés de se moquer complètement du fantôme de l'opéra à le craindre et à en être complètement effrayés, etc. Et donc désespérés par la même occasion. Je pense que Raoul va peut-être faire le même chemin de révélation, à se rendre compte au fur et à mesure des discussions avec Christine que bah, qu'il y a quelque chose qui cloche en plus, que c'est pas juste Christine qui a trouvé un amant ou quoi que ce soit, qu'il y a une affaire plus complexe derrière ça, et que la figure du fantôme de l'opéra, ou de l'ange de la musique, ou encore tous les noms qu'on veut bien lui donner, c'est beaucoup plus complexe que juste l'amant de Christine. En tout cas, je pense que ce sera de cet acabit-là. Et ça promet, j'ai hâte. Mais j'avoue que, bon voilà, ce chapitre, c'est pas le meilleur chapitre. Ça me laisse un peu sur ma faim, j'ai envie de voir l'histoire évoluer, donc j'ai envie de passer très vite au chapitre suivant. Je vais d'ailleurs changer le titre du live dès maintenant. J'espère que c'est pas trop dur pour vous, la comprenette de ce roman.
J'espère que j'ai une élocution pas dégueulasse ce soir. Parce que, euh, parce que je sens que je suis pas dans la meilleure forme physique, on va dire. Je sens que j'ai les lèvres un peu sèches, la gorge un peu sèche. Donc je sens que je suis pas au mieux du mieux pour faire une lecture de qualité. J'espère que ça reste quand même agréable à écouter et surtout compréhensible pour vous. 10 mal, j'en aurais bien écouté plus, mais j'ai eu une grosse semaine et demain un gros week-end. Car convention de jeu de rôle, bonne fin de lecture, j'écouterai la suite sur YouTube. Eh bien, bonne écoute à toi sur YouTube, 10 mal, et amuse-toi bien sur ton week-end de jeu de rôle, c'est trop bien. Merci Sarah pour les retours, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, moi, merci l'écoute aux portes. J'ai tendance peut-être à être un peu un stressé, un traqué ou que sais-je. C'est marrant parce qu'à la base, je l'aurais vraiment pas dit que c'était un trait de ma personnalité. Et plus je vieillis, et plus certaines choses que je fais ou que je dis, je le traduis par ah bah en fait c'est du stress ou que sais-je. Enfin bref. Donc voilà, je suis un stressé de la life, a priori. Je le découvre au fur et à mesure du temps. Donc moi, juste, j'aime bien être rassuré. J'aime bien être rassuré, j'aime bien que les choses soient claires. Genre, je sais pas moi, je pense que beaucoup de gens dans mon entourage peuvent en avoir marre parce que je donne peut-être l'impression de beaucoup me répéter, notamment. Mais en fait, je trouve ça cool pour être sûr qu'on se soit bien compris et ce genre de choses. Donc souvent quand je répète quelque chose, c'est pas gratuit, c'est dans ma tête, c'est voulu que je le répète entre guillemets. C'est en mode non mais attends, parce que là je veux bien vérifier qu'on se soit bien compris et que autant toi que moi on s'est bien fait comprendre et ainsi de suite. Bref, je pars encore n'importe où. Mais tout ça pour dire que juste un petit mot de vous dans le chat, ça me permet de me rassurer et de me dire ok c'est bon, on fait bien les choses, on va dans la bonne direction et c'est cool. Et j'en profite pour glisser que bah, c'est également la même chose sur YouTube ou sur quelques réseaux sociaux par lesquels vous pouvez me contacter. Donc n'hésitez pas à faire tout ce qui permet de faire du bien, on va dire statistiquement dans l'algorithme à YouTube, à Twitch, etc. Donc mettre des j'aime, mettre des commentaires, envoyer des messages, vous abonner et tout ça. Ou bien sur mes différents réseaux sociaux. Mais également, pas uniquement dans un but statistique et algorithmique, mais même dans un but purement humain presque, entre guillemets, que vous ayez des retours négatifs ou des retours positifs. S'ils sont formulés avec bienveillance, si voilà, il y a un vrai échange, un vrai partage de pensées, ou voilà, ce genre de choses, bah c'est juste putain de bénéfique en fait. Et même, enfin je sais pas. En fait, je sais pas si c'est difficile d'expliciter la portée que ça peut avoir un simple j'aime ou ce genre de choses parce que à la fois ce ne sont que des chiffres et à la fois, par exemple, si j'ai des dislikes, j'essaie de pas en tenir compte trop et de me dire bon bah ça arrive, c'est comme ça, voilà, de pas en faire une affaire d'État entre guillemets. Autant, bah, même un like, ça fait une motivation. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est difficile parce qu'à la fois, il faut se préserver de ça pour, voilà, pas non plus tomber soit dans la dépression totale à la moindre anicroche, soit dans l'exaltation et le melon gigantesque de oh là là, je suis trop balèze. Euh, mais ouais, non, ça a un vrai impact, quoi. Ça a un vrai impact. Et du coup, quand vous mettez des messages gentils, quand vous mettez des messages construits, bienveillants, bénéfiques, eh bien, ça a un vrai impact. Et, euh, et voilà, quoi. Je dis des bêtises, mais je dis pas que ça va faire ma journée. Je dis pas que ça va me rendre malheureux as fuck ou heureux comme un comme je sais pas qu'est-ce qui est heureux. Bref, euh, je dis pas que ça va me rendre exalté au possible ou quoi que ce soit, mais grosso modo une fois par jour, je check un petit peu, enfin très brièvement, hein, mais je check un petit peu deux trois stats de ci de là sur mes différents réseaux. Et hop, si dans ma routine du matin, je vais sur YouTube et que je vois ah tiens la vidéo que j'ai sortie hier, elle a fait autant de vues, elle a fait autant de likes, il y a des commentaires et tout.
Et bah ça me met dans un bon mood pour la journée. Je sais pas, ça ajoute. Je veux pas dire que ça ajoute. Comment dire? C'est comme s'il y avait une jauge de bonne humeur moyenne. Et voilà, c'est pas un j'aime ou quoi que ce soit qui va faire que la jauge elle se remplit à balle et que je vais être toute la journée en mode Everybody love somebody. Non, c'est même pas ça les paroles d'ailleurs. Bref, mais en tout cas voilà, ça va pas être la fête la fête au village. Mais si mon ratio, si ma jauge de bonne humeur elle est là et que le matin je me réveille et que je vois qu'il y a eu des vues, qu'il y a eu des j'aime, qu'il y a eu des commentaires positifs, que j'ai eu un message en privé sympathique, ce genre de choses, bah hop, je vais monter à là, et puis 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 ça peut monter, et ça peut avoir un effet presque boule de neige papillon, en mode bon bah c'est cool, on est dans une bonne dynamique, et un peu ce truc de se sentir, vous savez, on parle on parle souvent de ce truc-là, d'être dans le flow, euh, ce, comment dire, cette dose parfaite de concentration où tu arrives à être, comment dire, où tu arrives à être productif en ne te fatiguant pas, entre guillemets, en t'amusant, en étant efficace et ainsi de suite. Et entre guillemets, je sais pas, ça pourrait un peu s'assimiler à du flow quelque part. Voilà, c'est être dans le bon mood, être dans le bon flow, mais le bon flow FLOT cette fois-ci. Être sur, voilà, sur un, je sais pas comment dire, sur une lancée quoi. Quand il y a tout, vous savez ce sentiment, je trouve ça trop cool. Ce sentiment où ça arrive rarement. Des fois c'est même plutôt l'inverse qui arrive, mais ce sentiment où vous avez l'impression que tiens, aujourd'hui, il y a plein de petites choses qui sont allées dans mon sens. Il y a plein de petites choses que j'aurais bien aimé que ça se passe de cette manière et que ça s'est passé de cette manière et que c'est cool. Voir que ça s'est passé encore mieux que prévu. Ou de manière complètement inattendue mais agréable. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que, en gros, en somme, au-delà de faire ma propagande pour vous demander des j'aime, etc., bien entendu, si, voilà, si ça retranscrit vraiment ce que vous pensez, hein, je vous demande pas de mentir, attention. Euh, mais au-delà d'essayer de vous inciter à faire ce genre de choses, c'est juste pour dire que, ouais, dans ma manière de voir les choses, j'ai vraiment l'impression que le moindre petit détail peut avoir de l'importance, et notamment dans les rapports humains. Et que, je sais pas, je trouve ça cool quelque part de se dire, ah, si je dis un petit mot de travers à quelqu'un, ça peut vraiment le faire aller mal. Alors du coup, je vais peut-être faire attention à ce que je dis. Et à contrario, et là c'est tout bonus, ah tiens, euh, si telle personne à qui je dis jamais merci pour ça, je lui disais merci parce qu'en fait bah, je suis reconnaissant qu'il fasse ça pour moi, entre guillemets, c'est normal et c'est instauré que ça soit normal entre nous, mais en fait je pourrais dire merci. Je prends un exemple voilà, très spécifique et en même temps très abstrait, mais bref. Et bah en fait, juste des tout petits trucs comme ça peut avoir une charge tellement forte et ça peut tellement faire du bien à des gens et ça peut tellement snowball vers le plus, le mieux, le cool, le bien-être, le plein de trucs. Je sais pas où je vais avec ce discours, avec ce monologue que je tiens depuis 10 minutes, mais je sais pas, je trouve que on a vraiment un impact de fou les uns sur les autres, donc autant essayer d'avoir l'impact le plus positif sur les autres, je trouve. Bref, je me suis perdu un moment dans mon monologue. Je vous propose qu'on redémarre la lecture sans plus attendre. On va partir sur au bal masqué, au bal masqué. Tu ne peux pas t'empêcher, ohé, de danser et danser, danser, danser. Voilà, on va y aller. Je crois que c'est ça les paroles. Ah, merci beaucoup, Sarah, c'est très gentil. Genre, ça fait genre, j'ai quémandé ton compliment, mais merci, c'est très gentil. Hop. Ah, je sais pas, je suis dans un mood comme ça. Allez, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. On y va. Je te souhaite encore une fois une bonne écoute, Sarah. Bonne écoute, l'écoute aux portes. Bonne écoute, Zikael.
Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat, à Dimal, à l'Ardif et aux autres à l'Ardif sur YouTube. On va voir certainement le rendez-vous entre Raoul et Christine. C'est parti. À dans quelques minutes pour la suite. Chapitre 10. Au bal masqué. L'enveloppe, toute maculée de boue, ne portait aucun timbre. Pour remettre à monsieur le vicomte Raoul de Chagny, et l'adresse au crayon. Ceci avait été certainement jeté, dans l'espoir qu'un passant ramasserait le billet et l'apporterait à domicile, ce qui était arrivé. Le billet avait été trouvé sur un trottoir de la place de l'Opéra. Raoul le relut avec fièvre. Il ne lui en fallait pas davantage pour renaître à l'espoir. La sombre image qu'il s'était faite un instant d'une Christine oublieuse de ses devoirs envers elle-même fit place à la première imagination qu'il avait eue d'une malheureuse enfant innocente, victime d'une imprudence et de sa trop grande sensibilité. Jusqu'à quel point, à cette heure, était-elle vraiment victime? De qui était-elle prisonnière? Dans quel gouffre l'avait-on entraînée? Il se le demandait avec une bien cruelle angoisse, mais cette douleur même lui paraissait supportable à côté du délire où le mettait l'idée d'une Christine hypocrite et menteuse. Que s'était-il passé? Quelle influence avait-elle subie? Quel monstre l'avait ravie, et avec quelles armes? Avec quelles armes donc, si ce n'était celle de la musique? Oui, oui, plus il y songeait, plus il se persuadait que c'était de ce côté qu'il découvrirait la vérité. Avait-il oublié le ton dont, à Péros, elle lui avait appris qu'elle avait reçu la visite de l'envoyé céleste? Et l'histoire même de Christine, dans ces derniers temps, ne devait-elle point l'aider à éclairer les ténèbres où il se débattait? Avait-il ignoré le désespoir qui s'était emparé d'elle après la mort de son père, et le dégoût qu'elle avait eu alors de toutes les choses de la vie, même de son art? Au conservatoire, elle avait passé comme une pauvre machine chantante, dépourvue d'âme. Et tout à coup, elle s'était réveillée, comme sous le souffle d'une intervention divine. L'ange de la musique était venu. Elle chante Marguerite de Faust et triomphe. L'ange de la musique. Qui donc? Qui donc se fait passer à ses yeux pour ce merveilleux génie? Qui donc, renseigné sur la légende chère aux vieux d'Aé, en use à ce point que la jeune fille n'est plus entre ses mains qu'un instrument sans défense qu'il fait vibrer à son gré? Et Raoul réfléchissait qu'une telle aventure n'était point exceptionnelle. Il se rappelait ce qui était arrivé à la princesse Belmonte, qui venait de perdre son mari et dont le désespoir était devenu de la stupeur. Depuis un mois, la princesse ne pouvait ni parler ni pleurer. Cette inertie physique et morale allait s'aggravant tous les jours et l'affaiblissement de la raison amenait peu à peu à l'anéantissement de la vie. On portait tous les soirs la malade dans ses jardins, mais elle ne semblait même pas comprendre où elle se trouvait. Raph, le plus grand chanteur de l'Allemagne, qui passait à Naples, voulut visiter ces jardins, renommés pour leur beauté. Une des femmes de la princesse pria le grand artiste de chanter, sans se montrer, près du bosquet où elle se trouvait étendue. Raph y consentit, et chanta un air simple, que la princesse avait entendu dans la bouche de son mari au premier jour de leur hymen. Cet air était expressif et touchant. La mélodie, les paroles, la voix admirable de l'artiste, tout se réunit pour remuer profondément l'âme de la princesse. Les larmes lui jaillirent des yeux. Elle pleura, fut sauvée, et resta persuadée que son époux ce soir-là était descendu du ciel pour lui chanter l'air d'autrefois. Oui, ce soir-là, un soir, pensait maintenant Raoul, un unique soir. Mais cette belle imagination n'eût point tenu devant une expérience répétée. Elle eût bien fini par découvrir Raph derrière son bosquet, l'idéale et dolente princesse de Belmonte, si elle y était revenue tous les soirs pendant 3 mois. L'ange de la musique, pendant 3 mois, avait donné des leçons à Christine. Ah, c'était un professeur ponctuel. Et maintenant, il la promenait au bois. De ses doigts crispés, glissés sur sa poitrine où battait son cœur jaloux, Raoul se déchirait la chair. Inexpérimenté, il se demandait maintenant avec terreur à quel jeu la demoiselle le conviait pour une prochaine mascarade, et jusqu'à quel point une fille d'opéra peut se moquer d'un bon jeune homme tout neuf à l'amour. Quelle misère! Ainsi la pensée de Raoul allait-elle aux extrêmes. Il ne savait plus s'il devait il ne savait plus s'il devait plaindre Christine ou la maudire, et tour à tour il la plaignait et la maudissait.
À tout hasard, cependant, il se munit d'un domino blanc. Enfin, l'heure du rendez-vous arriva. Le visage couvert d'un loup garni d'une longue et épaisse dentelle, tout empierroté de blanc, le vicomte se trouva bien ridicule d'avoir endossé ce costume des mascarades romantiques. Un homme du monde ne se déguisait pas pour aller au bal de l'opéra. Il eût fait sourire. Une pensée consolait le vicomte. C'était qu'on ne le reconnaîtrait certes pas. Et puis, ce costume et ce loup avaient un autre avantage. Raoul allait pouvoir se promener là-dedans comme chez lui, tout seul, avec le désarroi de son âme et la tristesse de son cœur. Il n'aurait point besoin de feindre. Il lui serait superflu de composer un masque pour son visage. Il l'avait. Ce bal était une fête exceptionnelle, donnée avant les jours gras, en l'honneur de l'anniversaire de la naissance d'un illustre dessinateur des liesses d'antan, d'un émule de Gavarnie, dont le crayon avait immortalisé les chicards et la descente de la courtille. Aussi devait-il avoir un aspect beaucoup plus gai, plus bruyant, plus bohème que l'ordinaire des bals masqués. De nombreux artistes s'y étaient donné rendez-vous, suivis de toute une clientèle de modèles et de rapins qui, vers minuit, commençaient de mener grand tapage. Raoul monta le grand escalier à minuit moins 5, ne s'attarda en aucune sorte à considérer autour de lui le spectacle des costumes multicolores s'étalant au long des degrés de marbre, dans l'un des plus somptueux décors du monde, ne se laissa entreprendre par aucun masque facétieux, ne répondit à aucune plaisanterie, et secoua la familiarité entreprenante de plusieurs couples déjà trop gais. Ayant traversé le grand foyer et échappé à une farandole qui un moment l'avait emprisonné, il pénétra enfin dans le salon que le billet de Christine lui avait indiqué. Là, dans ce petit espace, il y avait un monde fou, car c'était là le carrefour où se rencontraient tous ceux qui allaient souper à la rotonde ou qui revenaient de prendre une coupe de champagne. Le tumulte y était ardent et joyeux. Raoul pensa que Christine avait, pour leur mystérieux rendez-vous, préféré cette cohue à quelque coin isolé. On y était sous le masque, plus dissimulé. Il s'accota à la porte et attendit. Il n'attendit point longtemps. Un domino noir passa, qui lui serra rapidement le bout des doigts. Il comprit que c'était elle. Il suivit. « C'est vous, Christine » demanda-t-il entre ses dents. Le domino se retourna vivement et leva le doigt jusqu'à la hauteur de ses lèvres pour lui recommander sans doute de ne plus répéter son nom. Raoul continua de suivre en silence. Il avait peur de la perdre, après l'avoir si étrangement retrouvée. Il ne sentait plus de haine contre elle. Il ne doutait même plus qu'elle dût n'avoir rien à se reprocher, si bizarre et inexplicable qu'apparut sa conduite. Il était prêt à toutes les mansuétudes, à tous les pardons, à toutes les lâchetés. Il aimait. Et certainement, on allait lui expliquer très naturellement tout à l'heure la raison d'une absence aussi singulière. Le domino noir, de temps en temps, se retournait pour voir s'il était toujours suivi du domino blanc. Comme Raoul retraversait ainsi, derrière son guide, le grand foyer du public, il ne put faire autrement que de remarquer parmi toutes les cohues, une cohue, parmi tous les groupes s'essayant aux plus folles extravagances, un groupe qui se pressait autour d'un personnage dont le déguisement, l'allure originale, l'aspect macabre faisait sensation. Ce personnage était vêtu tout d'écarlate avec un immense chapeau à plumes sur une tête de mort. Ah, la belle imitation de tête de mort que c'était là. Les rapins autour de lui faisaient un grand succès, le félicitaient. Lui demandaient chez quel maître, dans quel atelier, fréquenté de Pluton, on lui avait fait dessiner, maquiller une aussi belle tête de mort. La Camarde elle-même avait dû poser. L'homme à la tête de mort, au chapeau à plumes et aux vêtements écarlates, traînait derrière lui un immense manteau de velours rouge dont la flamme s'allongeait royalement sur le parquet. Et sur ce manteau, on avait brodé en lettres d'or une phrase que chacun lisait et répétait tout haut. « Ne me touchez pas, je suis la mort rouge qui passe. » Et quelqu'un voulut le toucher. Mais une main de squelette, sortie d'une manche de pourpre, saisit brutalement le poignet de l'imprudent, et celui-ci, ayant senti l'emprise des ossements, l'étreinte forcenée de la mort qui semblait ne devoir plus le lâcher jamais, poussa un cri de douleur et d'épouvante. La mort rouge lui ayant enfin rendu la liberté, il s'enfuit comme un fou au milieu des colibés. C'est à ce moment que Raoul croisa le funèbre personnage qui, justement, venait de se tourner de son côté. Et il fut sur le point de laisser échapper un cri. La tête de mort de Perros-Guirec. Il l'avait reconnu. Il voulut se précipiter, oubliant Christine, mais le domino noir, qui paraissait en proie lui aussi à un étrange émoi, lui avait pris le bras et l'entraînait. L'entraînait loin du foyer,
hors de cette foule démoniaque où passait la mort rouge. À chaque instant, le domino noir se retournait, et il lui sembla sans doute par 2 fois apercevoir quelque chose qui l'épouvantait, car il précipita encore sa marche, et celle de Raoul, comme s'ils étaient poursuivis. Ainsi montèrent-ils 2 étages. Là, les escaliers, les couloirs étaient à peu près déserts. Le domino noir poussa la porte d'une loge et fit signe au domino blanc d'y pénétrer derrière lui. Christine, car c'était bien elle, il put encore la reconnaître à sa voix, Christine ferma aussitôt sur lui la porte de la loge en lui recommandant à voix basse de rester dans la partie arrière de cette loge et de ne se point montrer. Raoul retira son masque. Christine garda le sien. Et comme le jeune homme allait prier la chanteuse de s'en défaire, il fut tout à fait étonné de la voir se pencher contre la cloison et écouter attentivement ce qui se passait à côté. Puis elle entr'ouvrit la porte et regarda dans le couloir en disant à voix basse « Il doit être monté au-dessus, dans la loge des aveugles. » Soudain elle s'écria « Il redescend !» Elle voulut refermer la porte, mais Raoul s'y opposa, car il avait vu sur la marche la plus élevée de l'escalier qui montait à l'étage supérieur se poser un pied rouge, et puis un autre, et lentement, majestueusement, descendit tout le vêtement écarlate de la mort rouge. Et il revit la tête de mort de Perros-Guirec. « C'est lui !» s'écria-t-il. « Cette fois il ne m'échappera pas !» Mais Christine avait refermé la porte dans le moment que Raoul s'élançait. Il voulut l'écarter de son chemin. « Qui donc, lui ?» demanda-t-elle d'une voix toute changée. « Qui donc ne vous échappera pas ?» Brutalement, Raoul essaya de vaincre la résistance de la jeune fille, mais elle le repoussait avec une force inattendue. Il comprit, ou crut comprendre, et devint furieux tout de suite. « Qui donc ?» fit-il avec rage. « Mais lui, l'homme qui se dissimule sous cette hideuse image mortuaire, le mauvais génie du cimetière de Perros, la mort rouge. Enfin, votre ami, madame, votre ange de la musique. Mais je lui arracherai son masque du visage, comme j'arracherai le mien, et nous nous regarderons, cette fois face à face, sans voile et sans mensonge, et je saurai qui vous aimez et qui vous aime. » Il éclata d'un rire insensé, pendant que Christine, derrière son loup, faisait entendre un douloureux gémissement. Elle étendit d'un geste tragique ses 2 bras, qui mirent une barrière de chair blanche sur la porte. « Au nom de notre amour, Raoul, vous ne passerez pas. » Il s'arrêta. Qu'avait-elle dit? Au nom de leur amour? Mais jamais, jamais encore elle ne lui avait dit qu'elle l'aimait. Et cependant, les occasions ne lui avaient pas manqué. Elle l'avait vu déjà assez malheureux, en larmes devant elle, implorant une bonne parole d'espoir qui n'était pas venue. Elle l'avait vu malade, quasi mort de terreur et de froid, après la nuit du cimetière de Perros. Était-elle seulement restée à ses côtés dans le moment qu'il avait le plus besoin de ses soins? Non, elle s'était enfuie. Et elle disait qu'elle l'aimait. Elle parlait au nom de leur amour. Allons donc. Elle n'avait d'autre but que de le retarder quelques secondes. Il fallait laisser le temps à la mort rouge de s'échapper. Leur amour? Elle mentait. Et il le lui dit, avec un accent de haine enfantine. « Vous mentez, madame, car vous ne m'aimez pas, et vous ne m'avez jamais aimé. Il faut être un pauvre malheureux petit jeune homme comme moi pour se laisser jouer, pour se laisser berner comme je l'ai été. Pourquoi donc, par votre attitude, par la joie de votre regard, par votre silence même, m'avoir, lors de notre première entrevue à Perros, permis tous les espoirs? Tous les honnêtes espoirs, madame, car je suis un honnête homme, et je vous croyais une honnête femme, quand vous n'aviez que l'intention de vous moquer de moi. Hélas, vous vous êtes moqué de tout le monde. Vous avez honteusement abusé du cœur candide de votre bienfaitrice elle-même, qui continue cependant de croire à votre sincérité quand vous vous promenez au bal de l'opéra avec la mort rouge. Je vous méprise. » Et il pleura. Elle le laissait l'injurier. Elle ne pensait qu'à une chose, le retenir. Vous me demanderez un jour pardon de toutes ces vilaines paroles, Raoul, et je vous pardonnerai. Il secoua la tête. Non, non, vous m'aviez rendu fou. Quand je pense que moi, je n'avais plus qu'un but dans la vie, donner mon nom à une jeune fille d'opéra. Raoul, malheureux, j'en mourrais de honte. Vivez, mon ami, fit la voix grave et altérée de Christine. Et adieu. Adieu, Christine. Adieu, Raoul. Le jeune homme s'avança, d'un pas chancelant. Il osa encore un sarcasme. Oh, vous me permettrez bien de venir encore vous applaudir de temps en temps. Je ne chanterai plus, Raoul. Vraiment, ajouta-t-il avec plus d'ironie encore. On vous crée des loisirs, mes compliments. Mais on se reverra au bois un de ces soirs.
Ni au bois, ni ailleurs, Raoul. Vous ne me verrez plus. Pourrait-on savoir au moins à quelles ténèbres vous retournerez? Pour quel enfer repartez-vous, mystérieuse madame? Ou pour quel paradis? J'étais venu pour vous le dire, mon ami, mais je ne peux plus rien vous dire. Vous ne me croiriez pas. Vous avez perdu foi en moi, Raoul. C'est fini. Elle dit ce c'est fini sur un ton si désespéré que le jeune homme en tressaillit et que le remords de sa cruauté commença de lui troubler l'âme. Mais enfin, s'écria-t-il, nous direz-vous ce que signifie tout ceci? Vous êtes libre, sans entrave, vous vous promenez dans la ville, vous revêtez un domino pour courir le bal. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Qu'avez-vous fait depuis 15 jours? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'ange de la musique que vous avez racontée à la maman Valérius? Quelqu'un a pu vous tromper, abuser de votre crédulité. J'en ai été moi-même le témoin à Péros. Mais maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Vous me paraissez fort sensée, Christine. Vous savez ce que vous faites. Et cependant, la maman Valérius continue à vous attendre, en invoquant votre bon génie. Expliquez-vous, Christine, je vous en prie. D'autres y seraient trompés. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Christine, simplement, ôta son masque et dit « C'est une tragédie, mon ami. » Raoul vit alors son visage, et ne put retenir une exclamation de surprise et d'effroi. Les fraîches couleurs d'autrefois avaient disparu. Une pâleur mortelle s'étendait sur ces traits qu'il avait connus si charmants et si doux, reflets de la grâce paisible et de la conscience sans combat. Comme ils étaient tourmentés maintenant. Le sillon de la douleur les avait impitoyablement creusés, et les beaux yeux clairs de Christine, autrefois limpides comme les lacs qui servaient Dieu à la petite Lotte, apparaissaient ce soir d'une profondeur obscure, mystérieuse et insondable, et tout cernés d'une ombre effroyablement triste. Mon ami, gémit-il en tendant les bras. Vous m'avez promis de me pardonner. Peut-être, peut-être un jour, fit-elle en remettant son masque, et elle s'en alla, lui défendant de la suivre d'un geste qui le chassait. Il voulut s'élancer derrière elle, mais elle se retourna et répéta avec une telle autorité souveraine son geste d'adieu qu'il n'osa plus faire un pas. Il la regarda s'éloigner. Et puis il descendit à son tour dans la foule, ne sachant point précisément ce qu'il faisait, les tempes battantes, le cœur déchiré, et il demanda, dans la salle qu'il traversait, s'il n'en avait point vu passer la mort rouge. On lui disait « Qui est cette mort rouge ?» Il répondait « C'est un monsieur déguisé avec une tête de mort et un grand manteau rouge. » On lui dit partout qu'elle venait de passer, la mort rouge, traînant son royal manteau, mais il ne la rencontra nulle part, et il retourna vers 2 heures du matin, dans le couloir qui, derrière la scène, conduisait à la loge de Christine Daae. Ses pas l'avaient conduit dans ce lieu où il avait commencé de souffrir. Il heurta à la porte. On ne lui répondit pas. Il entra comme il était entré alors qu'il cherchait partout la voix d'homme. La loge était déserte. Un bec de gaz brûlait, en veilleuse. Sur un petit bureau, il y avait du papier à lettres. Il pensa à écrire à Christine, mais des pas se firent entendre dans le corridor. Il n'eut que le temps de se cacher dans le boudoir qui était séparé de la loge par un simple rideau. Une main poussait la porte de la loge. C'était Christine. Il retint sa respiration. Il voulait voir. Il voulait savoir. Quelque chose lui disait qu'il allait assister à une partie du mystère et qu'il allait commencer à comprendre, peut-être. Christine entra, retira son masque d'un geste las et le jeta sur la table. Elle soupira, laissa tomber sa belle tête entre ses mains. À quoi pensait-elle? À Raoul? Non, car Raoul l'entendit murmurer « Pauvre Éric !» Il crut d'abord avoir mal entendu. D'abord, il était persuadé que si quelqu'un était à plaindre, c'était lui, Raoul. Quoi de plus naturel, après ce qui venait de se passer entre eux, qu'elle dit dans un soupir « Pauvre Raoul !» Mais elle répéta en secouant la tête « Pauvre Éric !» Qu'est-ce que cet Éric venait faire dans les soupirs de Christine? Et pourquoi la petite fée du Nord plaignait-elle Éric quand Raoul était si malheureux? Christine se mit à écrire, posément, tranquillement, si pacifiquement, que Raoul, qui tremblait encore du drame qui les séparait, en fut singulièrement et fâcheusement impressionné. Que de sang-froid, se dit-il. Elle écrivit ainsi, remplissant 2, 3, 4 feuillets. Tout à coup, elle dressa la tête et cacha les feuillets dans son corsage. Elle semblait écouter.
Raoul aussi écouta. D'où venait ce bruit bizarre, ce rythme lointain? Un chant sourd qui semblait sortir des murailles. Oui, on eût dit que les murs chantaient. Le chant devenait plus clair. Les paroles étaient intelligibles. On distingua une voix, une très belle et très douce et très captivante voix. Mais tant de douceur restait cependant mal, et ainsi pouvait-on juger que cette voix n'appartenait point à une femme. La voix s'approchait toujours. Elle dépassa la muraille, elle arriva. Et la voix maintenant était dans la pièce, devant Christine. Christine se leva, et parla à la voix comme si elle eût parlé à quelqu'un qui se fût tenu à son côté. « Me voici, Éric, dit-elle. Je suis prête. C'est vous qui êtes en retard, mon ami. » Raoul, qui regardait prudemment, derrière son rideau, n'en pouvait croire ses yeux qui ne lui montraient rien. La physionomie de Christine s'éclaira. Un bon sourire vint se poser sur ses lèvres exsangues, un sourire comme en ont les convalescents quand ils commencent à espérer que le mal qui les a frappés ne les emportera pas. La voix sans corps se reprit à chanter, et certainement Raoul n'avait encore rien entendu au monde, comme voix unissant dans le même temps avec le même souffle les extrêmes, de plus largement et héroïquement suave, de plus victorieusement insidieux, de plus délicat dans la force, de plus fort dans la délicatesse, enfin, de plus irrésistiblement triomphant. Il y avait là des accents définitifs qui chantaient en maître et qui devaient certainement, par la seule vertu de leur audition, faire naître des accents élevés chez les mortels qui sentent, aiment et traduisent la musique. Il y avait là une source tranquille et pure d'harmonie à laquelle les fidèles pouvaient en toute sûreté dévotement boire, certains qu'ils étaient d'y boire la grâce musicienne. Et leur art, du coup, ayant touché le divin, en était transfiguré. Raoul écoutait cette voix avec fièvre, et il commençait à comprendre comment Christine Daae avait pu apparaître un soir au public stupéfait, avec des accents d'une beauté inconnue, d'une exaltation surhumaine, sans doute encore sous l'influence du mystérieux et invisible maître. Et il comprenait d'autant plus un si considérable événement en écoutant l'exceptionnelle voix que celle-ci ne chantait rien justement d'exceptionnel. Avec du limon, elle avait fait de l'azur. La banalité du vers et la facilité et la presque vulgarité populaire de la mélodie n'en apparaissaient que transformées davantage en beauté par un souffle qui les soulevait et les emportait en plein ciel sur les ailes de la passion. Car cette voix angélique glorifiait un hymne païen. Cette voix chantait la nuit d'Hyménée de Roméo et Juliette. Raoul vit Christine tendre les bras vers la voix, comme elle avait fait dans le cimetière de Pérouse, vers le violon invisible qui jouait la résurrection de Lazare. Rien ne pourrait rendre la passion dont la voix dit « La destinée t'enchaîne à moi sans retour ». Raoul en eut le cœur transpercé, et, luttant contre le charme qui semblait lui ôter toute volonté et toute énergie, et presque toute lucidité dans le moment qui lui en fallait le plus, il parvint à tirer le rideau qui le cachait, et il marcha vers Christine. Celle-ci, qui s'avançait vers le fond de la loge, dont tout le pan était occupé par une grande glace qui lui renvoyait son image, ne pouvait pas le voir, car il était tout à fait derrière elle, et entièrement masqué par elle. La destinée t'enchaîne à moi sans retour. Christine marchait toujours vers son image, et son image descendait vers elle. Les deux Christines, le corps et l'image, finirent par se toucher, se confondre, et Raoul étendit le bras pour les saisir d'un coup toutes les deux. Mais, par une sorte de miracle éblouissant qui le fit chanceler, Raoul fut tout à coup rejeté en arrière, pendant qu'un vent glacé lui balayait le visage. Il vit non plus 2, mais 4, 8, 20 Christines, qui tournèrent autour de lui avec une telle légèreté, qui se moquaient, et qui si rapidement s'enfuyaient, que sa main n'en put toucher aucune. Enfin tout redevint immobile, et il se vit, lui, dans la glace. Mais Christine avait disparu. Il se précipita sur la glace. Il se heurta au mur. Personne. Et cependant la loge résonnait encore d'un rythme lointain, passionné. La destinée t'enchaîne à moi sans retour. Ses mains pressèrent son front en sueur, tâtèrent sa chair éveillée, tâtonnèrent la pénombre, rendirent à la flamme du bec de gaz toute sa force. Il était sûr qu'il ne rêvait point. Il se trouvait au centre d'un jeu formidable, physique et moral, dont il n'avait point la clé, et qui peut-être allait le broyer. Il se faisait vaguement l'effet d'un prince aventureux qui a franchi la limite défendue d'un conte de fées, et qui ne doit plus s'étonner d'être la proie des phénomènes magiques qu'il a inconsidérément bravés et déchaînés par amour. Par où? Par où Christine était-elle partie? Par où reviendrait-elle? Reviendrait-elle? Hélas, ne lui avait-elle point affirmé que tout était fini? Et la muraille ne répétait-elle point
La destinée t'enchaîne à moi sans retour. À moi? À qui? Alors, exténué, vaincu, le cerveau vague, il s'assit à la place même qu'occupait tout à l'heure Christine. Comme elle, il laissa sa tête tomber dans ses mains. Quand il la releva, des larmes coulaient abondantes au long de son jeune visage, de vraies et lourdes larmes, comme en ont les enfants jaloux, des larmes qui pleuraient sur un malheur nullement fantastique, mais commun à tous les amants de la terre, et qu'il précisa tout haut. Qui est cet Éric? Dit-il. Et c'est la fin du chapitre 10. On se marque une courte pause. C'est super excitant là, le chapitre qu'on vient de lire, j'aime trop. Super excitant parce que pour le coup, là où il pouvait encore y avoir un espèce de doute planant, très léger, parce que quand même j'avais l'impression que ça vacillait de plus en plus vers le fantastique. Là, je trouve qu'on a marqué un pas. Je trouve que ce chapitre marque un pas, passe un cap vers le fantastique pur et dur. Et là, je trouve que pour le coup, peut-être que Gaston Leroux va m'étonner par la suite en essayant d'apporter une explication réaliste, cohérente, enfin cohérente en termes de réalisme. Mais, euh, mais franchement, je pense que là, on a passé un cap et que maintenant, voilà, maintenant c'est assumé que c'est fantastique, entre guillemets magique. Et c'est intéressant, c'est grave intéressant parce que cette évolution dans le discours du roman quelque part, eh bien, elle se fait autant pour le lecteur, je trouve, que pour les personnages. Et un peu comme je parlais tout à l'heure de la révélation pour les directeurs, de prendre conscience du fantôme de l'opéra, bah là, encore une fois, on a un peu ça avec Raoul. Ce truc de plus Raoul croise Christine, plus il récolte d'informations qui lui semblent improbables, insoutenables, qui l'attriste au plus haut point, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, il y a une couche supplémentaire qui vient s'ajouter de c'est du fantastique, il se passe un truc pas normal, il se passe un truc extraordinaire, surnaturel. Et là, la scène avec les miroirs, enfin avec le miroir et avec la vue de Christine qui se démultiplie, le chant au loin et la disparition de Christine et ainsi de suite. Là, pour moi, on est dans le fantastique complet. Et il y a un basculement, quoi. Il y a un basculement. Je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est bien mené comme récit. Je suis d'accord avec toi, les couteaux portes. Carrément. Carrément, j'aime beaucoup. Et du coup, Eric, est-ce que ça serait le nom du fantôme? Sachant que je me rappelle qu'Eric était, si je ne m'abuse, cité. Attention, possible spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé l'avant-propos. Mais il me semble qu'Eric était cité comme l'ange de la musique dans l'avant-propos, justement. Dans l'avant-propos de l'auteur. Donc je pense clairement que Eric, c'est le nom du fantôme de l'opéra. Euh, Intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et maintenant qu'on a passé dans le cap du fantastique, je me demande aussi quel axe va prendre Raoul pour enquêter, entre guillemets. Pour le moment, il avait des manœuvres un peu désespérées parfois, mais on va dire terre à terre, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va juste aller au-devant de personnes lambda, entre guillemets, en demandant est-ce que vous connaissez Eric, machin? Ou est-ce qu'il va avoir. Ça m'étonnerait quand même qu'il commence à avoir des méthodes plus occultes. Enfin voilà, je pense pas qu'il va commencer à allumer des bougies et faire des rituels, quoi, mais, mais quand même, je m'interroge sur la manière peut-être plus psychologique dont il va maintenant appréhender les choses et son enquête. C'est un drôle de rapport qu'elle a avec le fantôme, c'est pas tout blanc ou tout noir, nous dit l'écoute aux portes. C'est vrai, ça c'est très intéressant aussi. C'est vraiment dépeint par toutes petites touches. Et pour le moment, c'est très compliqué de savoir quel est le rapport exact entre Christine Daae et le fantôme. Tantôt, on a l'impression qu'elle est sa prisonnière, comme peut le dire parfois Raoul. Tantôt, on a l'impression qu'elle est sa prisonnière, qu'elle est triste de cette situation, qu'elle se sent piégée et ainsi de suite.
tantôt, on pourrait croire qu'elle a de la sympathie, voire de l'empathie pour le fantôme. Grave intéressant. Non, franchement, l'évolution du mythe du fantôme aussi est très très cool. Voilà, le fantôme qui se balade au bal masqué, avec son masque, tête de mort entre guillemets, avec sa plume, avec son long manteau rouge, la mort rouge et les trucs écrits sur sa cape et tout. Je trouve vraiment que tout est incroyable. Il y a un build-up de fou en fait. Il y a un build-up de fou. Et là, depuis quand même pas mal de chapitres, ça s'est vachement resserré sur l'affaire Raoul, Christine Daae et Fantôme. Je me demande si on va de nouveau avoir des petits épisodes de ci de là avec d'autres personnages. Mais c'est vrai que là, ça s'est pas mal resserré, refocus. Mais bon, ça me dérange pas, ça reste très sympa, donc ça me dérange pas. Ça serait fun une petite séance de Ouija dans la loge numéro 5. Ça sera sans moi. Ça serait marrant qu'il y ait ça dans un bouquin en vrai. Enfin, dans un bouquin de cet acabit. Sous-entendu, je sais pas s'il y a beaucoup de classiques de la littérature qui font mention de rituels pour entrer en communication avec des fantômes ou que sais-je encore. Non, franchement, j'aime beaucoup. Euh, j'ai cette information qui me parasite le cerveau, donc je vous la communique tant qu'elle est là, et comme ça ça va me laver. Je vais plus penser à ça, même si c'est un peu hors de contexte, hors de propos d'un coup, mais un truc tout con, tout basique que j'ai remarqué aussi dans l'écriture de Gaston Leroux, qui est fait très très souvent, qui n'est pas, on va dire, révolutionnaire, mais qui fonctionne bien et que Gaston Leroux utilise très bien, je trouve, c'est que, je vais dire, allez, 80%, peut-être 80-90% de sa narration, 80-90% du récit enfin, comment dire, se fait au temps du passé. Il me semble qu'il y a du passé simple et de l'imparfait, je sais pas exactement, je me rappelle plus là comme ça du tac au tac, mais voilà. C'est des temps du passé, sauf quelques phrases, une fois de temps en temps bien choisies, au moment de l'action. Au moment de l'action, il repasse au présent. Et ça, c'est un tricks. Je sais qu'il y a certains professeurs de français que j'ai eu qui trouvaient que limite c'était incorrect de faire ça, entre guillemets, mais en même temps, c'est du style aussi. Enfin, ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire dans du style qu'il y a des choses incorrectes? Je sais pas. Mais bref. C'est quelque chose de somme toute relativement courant. C'est pas un truc, voilà, encore une fois révolutionnaire. Mais je trouve que Gaston Leroux le pratique super bien. Je trouve que Gaston Leroux le pratique super bien parce qu'à chaque fois qu'il y a des phrases au présent, euh, du présent de narration pour un récit au passé, ça ne me choque pas, nous dit Sarah. Non, c'est sûr, mais bah comme je dis, c'est assez courant en fait. Moi, je sais qu'il y a des profs qui étaient en mode. Enfin, ouais. J'ai des vagues souvenirs de profs au collège qui étaient en mode ne faites pas ça. Mais bon. Est-ce qu'ils disaient ça juste en mode vous êtes des élèves, vous ne faites pas ça? J'en sais rien. Mais bref. En tout cas, voilà. Encore une fois, oui, c'est assez courant, c'est assez basique comme manière de faire. Mais ouais. Gaston Leroux, je le remarque particulièrement parce que je trouve que c'est utilisé de manière très efficace. C'est utilisé vraiment sur les phrases qu'il faut, entre guillemets. Donc je trouve ça vraiment bien foutu. Ça instaure un rythme aussi, quoi. Parce que de parler au passé ou au présent, ça change la rapidité de l'information quelque part. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ouais. Donc je trouve ça hyper intéressant pour faire des variations de rythme, etc. D'ailleurs, dans les variations de rythme, il a continué à mettre énormément de points de suspension, c'est dingue. Il utilise beaucoup de points de suspension, même des points de suspension en début de phrase, en début de paragraphe, ce que je trouve assez rare. Euh, Beaucoup de points de suspension suivis d'un point d'exclamation ou ce genre de choses. Enfin voilà. Il y a beaucoup de gens dont on dit qu'il ne faut pas, il faudrait qu'ils abusent un peu moins des points de suspension parce que ça devient illisible. Là, peut-être que je dirais, voilà, si je dois mettre un bémol, peut-être que je dirais que Gaston Leroux commence à en utiliser un chouïa trop à mon goût.
mais sa manière de l'utiliser est intéressante. Donc encore une fois, ça crée des rythmes différents, ça crée des rythmes tantôt lents, tantôt rapides, et surtout dans les sentiments dans lesquels se trouve Raoul, je trouve que ça fonctionne bien parce que la narration suit un petit peu les élucubrations de son cerveau. Donc du coup, il y a un peu ce truc-là de comment dire, de pensée saccadée, exactement comme je viens de faire à l'oral en fait, parce que j'étais en train de réfléchir. Donc ce truc de, je commence à réfléchir à un truc et puis je prends un temps de pause parce que je me dis, merde, en fait c'est peut-être l'inverse. Et je repense au truc inverse et puis je reviens sur la première idée et ainsi de suite. Et donc vu que c'est un peu ce qui se passe dans le cerveau de Raoul qui sait pas sur quel pied danser, et ben en fait l'utilisation de points de suspension en début de paragraphe, en début de phrase, de points de suspension avec des points d'exclamation, alors que ça fait c'est presque antithétique, je trouve, de mettre des points d'exclamation et enfin des points de suspension et un point d'exclamation. Point de suspension, c'est plutôt calme, mystérieux, etc. Et point d'exclamation, c'est plutôt vif, plutôt bref, voilà, rapide, etc. quoi. Donc, ou l'étonnement, enfin voilà, plus des sentiments forts entre guillemets. Donc c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup. Bref, j'ai beaucoup parlé. Et le chapitre qu'il nous reste à lire ce soir est le moins long, il n'y a que 6 pages. Donc je vais me lancer rapidement. Je vais me lancer rapidement. Hop, je me rebois une lampée parce que vraiment ce soir, je vais pas vous mytho que j'ai un peu du mal sur la lecture. Je, j'ai les lèvres vraiment sèches, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça ira mieux mardi. Hop. Allez, pour la dernière fois ce soir, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture. Et du coup, bonsoir Sarah Drew, merci d'être passée. À la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. On est y part pour le chapitre 11. Bonne écoute et à dans quelques minutes pour l'outro. Voilà. Chapitre 11. Il faut oublier le nom de la voix d'homme. Le lendemain du jour où Christine avait disparu à ses yeux dans une espèce d'éblouissement qui le faisait encore douter de ses sens, monsieur le vicomte de Chagny se rendit aux nouvelles chez la maman Valérius. Il tomba sur un tableau charmant. Au chevet de la vieille dame qui, assise dans son lit tricoté, Christine faisait de la dentelle. Jamais ovale plus charmant, jamais front plus pur, jamais regard plus doux ne se penchèrent sur un ouvrage de vierge. De fraîches couleurs étaient revenues aux joues de la jeune fille. Le cerne bleuâtre de ses yeux clairs avait disparu. Raoul ne reconnut plus le visage tragique de la veille. Si le voile de la mélancolie répandu sur ses traits adorables n'était apparu au jeune homme comme le dernier vestige du drame inouï où se débattait cette mystérieuse enfant, il eût pu penser que Christine n'en était point l'incompréhensible héroïne. Elle se leva à son approche, sans émotion apparente, et lui tendit la main. Mais la stupéfaction de Raoul était telle qu'il restait là, anéanti, sans un geste, sans un mot. Eh bien, monsieur de Chagny, s'exclama la maman Valérius, vous ne connaissez donc plus notre Christine? Son bon génie nous l'a rendue. Maman, interrompit la jeune fille sur un ton bref, cependant qu'une vive rougeur lui montait jusqu'aux yeux. Maman, je croyais qu'il ne serait jamais plus question de cela. Vous savez bien qu'il n'y a pas de génie de la musique. Ma fille, il t'a pourtant donné des leçons pendant 3 mois. Maman, je vous ai promis de tout vous expliquer un jour prochain. Je l'espère. Mais jusqu'à ce jour-là, vous m'avez promis le silence et de ne plus m'interroger jamais. Si tu me promettais, toi, de ne plus me quitter, mais m'as-tu promis cela, Christine? Maman, tout ceci ne saurait intéresser monsieur de Chagny. C'est ce qui vous trompe, mademoiselle, interrompit le jeune homme d'une voix qu'il voulait rendre ferme et brave, et qui n'était encore que tremblante. Tout ce qui vous touche m'intéresse à un point que vous finirez peut-être par comprendre. Je ne vous cacherai pas que mon étonnement égale ma joie en vous retrouvant aux côtés de votre mère adoptive, et que ce qui s'est passé hier entre vous, pardon, et que ce qui s'est passé hier entre nous, ce que vous avez pu me dire, ce que j'ai pu deviner, rien ne me faisait prévoir un aussi prompt retour. Je serai le premier à m'en réjouir, si vous ne
si vous ne vous obstiniez point à conserver sur tout ceci un secret qui peut vous être fatal. Et je suis votre ami depuis trop longtemps pour ne point m'inquiéter, avec madame Valérius, d'une funeste aventure qui restera dangereuse, tant que nous n'en aurons point démêlé la trame, et dont vous finirez bien par être victime, Christine. » À ces mots, la maman Valérius s'agita dans son lit. « Qu'est-ce que cela veut dire » s'écria-t-elle. « Christine est donc en danger ?» « Oui, madame, » déclara courageusement Raoul, malgré les signes de Christine. « Mon Dieu !» s'exclama haletante la bonne et naïve vieille. « Il faut tout me dire, Christine. Pourquoi me rassurais-tu? Et de quel danger s'agit-il, monsieur de Chagny ?»« Un imposteur est en train d'abuser de sa bonne foi. »« L'ange de la musique est un imposteur ?» Elle vous a dit elle-même qu'il n'y a pas d'ange de la musique. « Eh, qu'y a-t-il donc au nom du ciel ?» supplia l'impotente. « Vous me ferez mourir. » « Il y a, madame, autour de nous, autour de vous, autour de Christine, un mystère terrestre beaucoup plus à craindre que tous les fantômes et tous les génies. » La maman Valérius tourna vers Christine un visage terrifié, mais celle-ci s'était déjà précipitée vers sa mère adoptive et la serrait dans ses bras. « Ne le crois pas, bonne maman, ne le crois pas, » répétait-elle, et elle essayait par ses caresses de la consoler, car la vieille dame poussait des soupirs à fendre l'âme. « Alors dis-moi que tu ne me quitteras plus, » implora la veuve du professeur. Christine se taisait, et Raoul reprit. « Voilà ce qu'il faut promettre, Christine. C'est la seule chose qui puisse nous rassurer, votre mère et moi. Nous nous engageons à ne plus vous poser une seule question sur le passé, si vous nous promettez de rester sous notre sauvegarde à l'avenir. » « C'est un engagement que je ne vous demande point, et c'est une promesse que je ne vous ferai pas, » prononça la jeune fille avec fierté. « Je suis libre de mes actions, monsieur de Chagny. Vous n'avez aucun droit à les contrôler, et je vous prierai de vous en dispenser désormais. Quant à ce que j'ai fait depuis 15 jours, il n'y a qu'un homme au monde qui aurait le droit d'exiger que je lui en fasse le récit. Mon mari. Or, je n'ai pas de mari, et je ne me marierai jamais. » Disant cela avec force, elle étendit la main du côté de Raoul, comme pour rendre ses paroles plus solennelles, et Raoul pâlit, non point seulement à cause des paroles mêmes qu'il venait d'entendre, mais parce qu'il venait d'apercevoir, au doigt de Christine, un anneau d'or. « Vous n'avez pas de mari, et, cependant, vous portez une alliance. » Et il voulut saisir sa main, mais prestement Christine la lui avait retirée. « C'est un cadeau, » fit-elle en rougissant encore et en s'efforçant vainement de cacher son embarras. « Christine, puisque vous n'avez point de mari, cet anneau ne peut vous avoir été donné que par celui qui espère le devenir. Pourquoi nous tromper plus avant? Pourquoi me torturer davantage? Cet anneau est une promesse, et cette promesse a été acceptée. »« C'est ce que je lui ai dit, » s'exclama la vieille dame. « Et que vous a-t-elle répondu, madame? »« Ce que j'ai voulu, » s'écria Christine exaspérée. « Ne trouvez-vous point, monsieur, que cet interrogatoire a trop duré? Quant à moi... » Raoul, très ému, craignit de lui laisser prononcer les paroles d'une rupture définitive. Il l'interrompit. « Pardon de vous avoir parlé ainsi, mademoiselle. Vous savez bien quel honnête sentiment me fait me mêler en ce moment de choses qui sans doute ne me regardent pas. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai vu. Et j'en ai vu plus que vous ne pensez, Christine. Ou ce que j'ai cru voir, car en vérité, c'est bien le moins qu'en une telle aventure on doute du témoignage de ses yeux. »« Qu'avez-vous donc vu, monsieur, ou cru voir ? » ?»« J'ai vu votre extase au son de la voix, Christine, de la voix qui sortait du mur, ou d'une loge, ou d'un appartement à côté. Oui, votre extase, et c'est cela qui, pour vous, m'épouvante. Vous êtes sous le plus dangereux des charmes. Et il paraît cependant que vous êtes rendu compte de l'imposture puisque vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de génie de la musique. Alors, Christine, pourquoi l'avez-vous suivi cette fois encore? Pourquoi vous êtes-vous levée, la figure rayonnante, comme si vous entendiez réellement les anges? Ah, cette voix est bien dangereuse, Christine, puisque moi-même, pendant que je l'entendais, j'en étais tellement ravi que vous êtes disparue à mes yeux sans que je puisse dire par où vous êtes passée. Christine, Christine, au nom du ciel, au nom de votre Père qui est au ciel, et qui vous a tant aimé, et qui m'a aimé, Christine, vous allez nous dire, à votre bienfaitrice et à moi, à qui appartient cette voix. Et malgré vous, nous vous sauverons. Allons, le nom de cet homme, Christine, de cet homme qui a eu l'audace de passer à votre doigt un anneau d'or. Monsieur de Chagny, déclara froidement la jeune fille, vous ne le saurez jamais. Sur quoi on entendit la voix aigre de la maman Valérius, qui tout à coup prenait le parti de Christine, en voyant avec quelle hostilité sa pupille venait de s'adresser au vicomte. « Et si elle l'aime,
Monsieur le vicomte, cet homme-là, cela ne vous regarde pas encore? Hélas, madame, reprit humblement Raoul, qui ne put retenir ses larmes. Hélas, je crois en effet que Christine l'aime. Tout me le prouve. Mais ce n'est point là seulement ce qui fait mon désespoir, car ce dont je ne suis point sûr, madame, c'est que celui qui est aimé de Christine soit digne de cet amour. C'est à moi seul d'en juger, monsieur, dit Christine en regardant Raoul bien en face et en lui montrant un visage en proie à une irritation souveraine. Quand on prend, continua Raoul, qui sentait ses forces l'abandonner, pour séduire une jeune fille, des moyens aussi romantiques, il faut, n'est-ce pas, que l'homme soit misérable ou que la jeune fille soit bien sotte. Christine! Raoul, pourquoi condamnez-vous ainsi un homme que vous n'avez jamais vu, que personne ne connaît, et dont vous-même vous ne savez rien? Si, Christine, si. Je sais au moins ce nom que vous prétendez me cacher pour toujours. Votre ange de la musique, mademoiselle, s'appelle Eric. Christine se trahit aussitôt. Elle devint cette fois blanche comme une nappe d'autel. Elle balbutia. Qui est-ce qui vous l'a dit? Vous-même. Comment cela? En le plaignant l'autre soir, le soir du bal masqué. En arrivant dans votre loge, n'avez-vous point dit pauvre Eric? Eh bien, Christine, il y avait quelque part un pauvre Raoul qui vous a entendu. C'est la seconde fois que vous écoutez aux portes, monsieur de Chagny. Je n'étais point derrière la porte. J'étais dans la loge, dans votre boudoir, mademoiselle. Malheureux, gémit la jeune fille, qui montra toutes les marques d'un indicible effroi. Malheureux, vous voulez donc qu'on vous tue? Peut-être. Raoul prononça ce peut-être avec tant d'amour et de désespoir que Christine ne put retenir un sanglot. Elle lui prit alors les mains et le regarda avec toute la pure tendresse dont elle était capable, et le jeune homme sous ces yeux-là sentit que sa peine était déjà apaisée. « Raoul, dit-elle, il faut oublier la voix d'homme, et ne plus vous souvenir même de son nom, et ne plus tenter jamais de pénétrer le mystère de la voix d'homme. Ce mystère est donc bien terrible. Il n'en est point de plus affreux sur la terre. » Un silence sépara les jeunes gens. Raoul était accablé. « Jurez-moi que vous ne ferez rien pour savoir, insista-t-elle. Jurez-moi que vous n'entrerez plus dans ma loge si je ne vous y appelle pas. Vous me promettez de m'y appeler quelquefois, Christine? Je vous le promets. Quand? Demain. Alors, je vous jure cela. Ce furent leurs derniers mots ce jour-là. Il lui baisa les mains et s'en alla en maudissant Eric et en se promettant d'être patient. Et c'est la fin du chapitre 11. Ça sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Bon, ce chapitre était très court. Mais j'ai lu 30 pages, j'ai lu 3 chapitres. C'est une durée bien acceptable pour mes lives, de la manière dont je les conçois. Je sais pas encore si on fera... Enfin, combien de pages on lira la semaine prochaine. Je verrai comment j'arrive à faire le découpage. Mais la suite, ça sera mardi à 21h. Vous l'avez compris, comme d'habitude. Ce chapitre était sympa. Après, je trouve qu'il commence à y avoir un petit peu trop d'aller-retour. Je trouve qu'il y a un peu trop d'aller-retour. Un peu trop de... Christine et Raoul ne se parleront plus jamais. Et puis, oh, bah, ils se voient, ils se parlent. Enfin, j'ai l'impression que ça fait quand même au moins 5-6 fois qu'ils sont plus jamais censés se parler et puis qu'ils se reparlent et ainsi de suite. Donc voilà, je trouve que ça commence à faire un peu redondant. J'aimerais bien que maintenant l'histoire parte sur autre chose. Ça reste très sympa, mais c'est vrai que là, en termes d'action pure, ça commence à être un chouïa répétitif, un chouïa redondant. Décidément, il fait durer le suspense sur ses liens avec le fantôme. Exactement. Peut-être un peu trop à mon goût, là. Vraiment, je commence à trouver que c'est un peu trop. En plus, on peut se dire que Raoul, comme on dirait aujourd'hui, entre guillemets, est un peu un forceur. Parce que dans un sens, comme le disait Christine et comme le disait Maman Valérius, en somme, elle pourrait avoir une aventure avec quelqu'un d'autre, avec Eric, le fantôme de l'opéra, ou Robert, ou le président de la République. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, quoi.
Donc elle a aucun compte à rendre à Raoul. Donc en soi, c'est vrai que Raoul, justement, à force de ces allers-retours où ils doivent plus jamais se parler et qu'ils se reparlent, on pourrait avoir tendance à se dire que Raoul, quand même, il est un peu forceur sur les bords, là, de plus en plus. Et à la fois, c'est très compliqué parce que, par exemple, là, je commençais à me dire, ah tiens, ok, il y a vraiment une relation amoureuse, parce qu'il y a quand même l'alliance, et puis elle a quand même pris une défense de manière assez véhémente du fantôme, je trouve, dans ce dialogue. Donc là, je me suis sincèrement dit, ah ok, elle a peut-être vraiment une relation avec le fantôme qu'elle veut préserver, et ainsi de suite. Et du coup, c'est légitime qu'elle rebute comme ça Raoul, etc. Et pourtant, aussitôt que Raoul dit son prénom, dit le prénom d'Eric, et bah directement elle se décompose et directement elle est en mode ah ok, je suis d'accord pour qu'on se revoie. Promettez-moi juste de pas vous impliquer là-dedans, etc. Comme si cette fois-ci c'était Raoul qu'elle protégeait d'un danger et non pas Eric. Donc c'est vrai qu'il y a une ambivalence vachement difficile à cerner, je trouve, autour du personnage de Christine Daae. Pareil, son changement de teint du jour au lendemain, euh, elle paraissait, comment dire, taciturne, et d'un seul coup, elle reprend ses couleurs enjouées, etc. C'est très difficile, j'ai vraiment du mal. Là, on jongle, on jongle d'un sentiment à l'autre, et je trouve ça vraiment difficile de comprendre la relation qui peut unir le fantôme et Christine, et par extension Raoul, du coup. Donc, je vous avoue que, avec le nombre d'allers-retours qu'il y a eu, maintenant j'aimerais que ce nœud se déverrouille un petit peu et que soit ça se déverrouille, soit ça se règle, soit ça développe, quoi. Mais plus qu'on reste dans le même schéma de on se parlera plus jamais. Ah si, en fait, on va se reparler et je vais vous donner un élément en plus qui va encore vous troubler. Voilà, j'aimerais bien que le schéma évolue. Parce que du coup, si ça continue comme ça, j'ai peur de... vous savez, je vous parlais du curseur qui était de plus en plus favorable en ce qui me concerne sur la lecture du Fantôme de l'Opéra, où je trouvais que c'était une lecture de plus en plus intéressante, et vraiment, je suis très agréablement surpris par cette œuvre jusqu'à présent. Mais si ça continue à se répéter de cette manière, il y a moyen que le curseur rebaisse un petit peu, et que dans ma tier list, ça passe de très bien à sympa, par exemple. Ou bien que ça reste en très bien et que ça n'aille pas se loger dans les géniales, enfin, dans les géniaux. Mais ouais, non, franchement, ça reste quand même très cool, hein. Là, je chipote, je donne un peu, j'entre un peu dans le détail de ma pensée, mais globalement, si je parle purement de l'appréciation que j'en ai, de l'effet que ça me fait, de comment je kiffe et tout, je suis en gros kiff, j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de voir, donc, si je veux vous lire 30 pages la prochaine fois, si je veux vous lire 30 pages la prochaine fois, ça veut dire que je vous lis de la page 138 à 168. Sauf que 168, c'est en plein milieu d'un chapitre. Aïe 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 ouille. Mais je crois que la prochaine fois, je vais vous lire que deux chapitres. Mais c'est quand même en plein milieu d'un chapitre. Je crois que je vais vous lire que deux chapitres, mais que ça sera une lecture un peu plus longue. Je pense que mardi, on partira sur du 40 pages, du coup, parce que je suis un peu obligé par la découpe des chapitres. Donc voilà, certainement chapitre 12 et 13 pour la fois prochaine. Ouais, je pense que ça sera ça. Ok, voilà. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Encore merci à ceux qui m'auront suivi sur cette lecture ce soir. Merci à Sarah Drew, l'écoute aux portes, pardon. Dimal, Zikael. Je pense avoir dit à peu près tout le monde. Merci également si vous m'avez suivi en rediffusion sur YouTube. Et puis, écoutez, ma foi, je vous souhaite un bon samedi dimanche. N'hésitez pas à nous rejoindre dimanche soir pour la veillée sur Discord. Et dans le pire des cas, on se croisera très certainement mardi à 21h pour la suite de nos aventures avec le fantôme de l'opéra écrit par Gaston Leroux. C'était Théo en direct de ma planète. Et puis, bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. Des bisous.
et bye bye.